très serré, c'est chaud entre les deux équipes, 27 partout entre la France et le Danemark. Les Bleus qui ont beaucoup de mal à se défaire de ces Danois. Ils ont le ballon en main maintenant avec Dika même, avec Timothée Nguessan, et ça passera à côté, 27 partout, 26 minutes de jeu. Et puis le biathlon, on vous rappelle la victoire des Françaises dans le relais féminin ce matin à Oberhof. RMC Total Sport, Christophe Cessieux, Olivier Giraud. 18h31 sur RMC, Total Sport se poursuit dans cette première heure. C'est vrai qu'on fait une large place au direct. Ils sont très nombreux ce soir. C'est quasiment la fin du match à Pau. La section qui reçoit le Stade Toulousain. Paul Lafitte, c'est très serré. Très serré. Oui, Christophe, très serré. Et Tom Taylor, le néo-zélandais, ne choisit pas les 3 points de la pénalité, mais la pénale touche pour gagner quelques secondes supplémentaires. Il restera 1 minute et 30 secondes à jouer. Le lancer sera pour Laurent Boucher, le talonneur remplaçant. L'alignement au grand complet. Les deux staffs, et palois et toulousains, ont procédé à plusieurs changements, car les deux équipes, on le disait tout à l'heure, se sont envoyées durant près de 80 minutes, et les corps ont souffert, et donc des turnovers évidemment de part et d'autre. Et la dernière action de cette rencontre, 1 minute à jouer, la section paloise qui mène 11-10 face au Stade Toulousain. Les deux formations qui ont marqué chacune un essai, les Béarnais en première mi-temps, les Toulousains en deuxième mi-temps. L'alignement au grand complet et la prise de balle de Ben Moen, l'ancien capitaine des Wallabies, casqué, le numéro 23 dans le dos, et le groupé pénétrant béarnais qui va peut-être se désaxer dans un premier temps pour essayer d'aller à dame. Les Palois qui sont à 5 mètres de la ligne d'en but pour l'instant, les Toulousains qui défendent bien, mais il y a un premier arrêt indiqué par monsieur Ruiz. Les Palois qui sont toujours en possession de ce ballon. Il reste 40 secondes à jouer pour l'instant. Les Béarnais tiennent leur victoire, et Julien Thomas, l'ancien joueur de Montpellier, champion de France avec le Stade Français en 2015, qui est en train de cornaquer ses avants. Le ballon qui est enterré, et les Béarnais qui se saisissent justement de ce ballon par Jamie McIntosh, le néo-zélandais. 25 secondes à jouer. Le score est toujours évidemment à l'avantage des Palois qui mènent 11-10. Dernière action qui est interminable ici dans l'enceinte du Hameau, et l'avancée est pour l'instant béarnaise. Il reste 15 secondes à jouer sous les yeux de monsieur Ruiz, et les Béarnais vont devoir libérer ce ballon. Peut-être l'ultime action dans le fermé avec le relais de Ben Moen qui s'y colle à son tour. Il se saisit de ce ballon et il rampe en gagnant quelques centimètres. Le buzzer dans quelques petits instants, Christophe, le buzzer, et les Béarnais qui vont certainement sortir ce ballon. C'est fait, et le stade qui explose, Christophe. La victoire sur le fil de la section paloise, 11-10 face au Stade Toulousain, des Toulousains qui ne ramènent que le point de bonus défensif de ce déplacement ici en Béarn. Victoire de la section paloise d'un petit point seulement. Merci Paul. On repart à l'Accor Hotel Arena. Là aussi c'est très serré entre la France et le Danemark. Antoine Arnaud, Daniel Costantini. Il reste moins de 2 minutes dans cette rencontre, et l'équipe de France qui mène d'un petit but, 28-27 face au Danemark. On entend les supporters qui vont essayer d'encourager un maximum cette équipe de France pour gagner cette rencontre. Dernier match test avant l'Euro qui débute vendredi prochain. L'égalisation à l'instant de Morten Olsen, et ça va faire 28-28 donc, et il reste 1 minute 20 à jouer dans cette rencontre. C'est compliqué pour les Bleus. Ils n'arrivent pas à s'en défaire de ces Danois qui jouent en plus sur un rythme un peu particulier. Oui, ils jouent pas trop vite. Alors, tout à l'heure, on a eu une très bonne, pour répondre à la question d'Olivier Giraud, un très bon passage de Tim Nguessan, qui, je pense, a définitivement gagné sa place pour l'Euro qui débute vendredi prochain. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Nicolas Karabatic est un peu moins brillant qu'en première mi-temps, mais on lui en demande quand même beaucoup. Et Vincent Girard, qui a fait une première mi-temps très moyenne, depuis un moment, il a retrouvé sa compétence et il a fait quelques arrêts déterminants. À signaler aussi que notre jeune arrière droit, Dika même, il est pas mal du tout. Il a été bon en début de match et il est encore présent en fin de partie. Bon, maintenant, 28-28, il reste un peu moins d'une minute à jouer. Faut essayer de marquer pour être sûr de ne pas perdre ce match. Parce que le tournoi, on l'a gagné. Mais bon, le tournoi, le gagner, c'est un peu anecdotique. Par contre, il faut marquer les esprits. Mais j'ai vu un joueur danois, la Morten Olsen, là. Il y avait un mec qui portait le même nom qui jouait en France à Saint-Raphaël. Oui, c'est lui. Ouais, sauf que c'était Jean-Michel Morten Olsen qui jouait à Saint-Raphaël, parce que là il est très bon là. À Saint-Raphaël, il jouait pas aussi bien. D'ailleurs, il a quitté Saint-Raphaël dans des conditions un petit peu particulières, dont on parlera pas un dimanche soir où tout le monde veut être heureux et il faut dire que des choses positives. Mais il joue à Hanovre maintenant, il a retourné dans ce club allemand
Et c'est vrai qu'il a un sacré coup de poignet et qu'il nous a mis 3 buts dans les 10 dernières minutes qui nous font très mal. Ouais. Alors moi je préfère habiter à Saint-Raphaël qu'à Noël. Ouais, je suis pas sûr que tu touches le même salaire aux deux endroits par contre. Allez, les dernières secondes, on vit la fin de match avec vous, messieurs. Il reste 53 secondes, il y avait un temps mort. C'est pour ça que ça n'a pas évolué. Temps mort demandé par Didier Dinard. 28-28, donc toujours entre la France et le Danemark. Le match qui va reprendre maintenant. Et la possession est pour les Français avec Nicolas Clerc maintenant. Dit quand même Nicolas Clerc qui a fait son entrée sur le terrain. On l'a déjà vu en première période pas mal. Nicolas Clerc dit quand même qui va tenter d'accélérer pour Nicolas Karabatic. Dit quand même Lucas Ballot. Dit quand même toujours Nicolas Karabatic qui s'envole et le gardien qui va arrêter ce ballon, mais le ballon qui va revenir dans les mains françaises. 28 partout, 30 secondes de jeu encore, Daniel. Oui, alors c'est vrai que les Français là portent un peu trop la balle selon l'expression consacrée, c'est-à-dire la balle ne circule pas assez vite. Chaque attaquant français fait un petit dribble avant de faire quelque chose et bien sûr ça facilite la lecture du jeu par la défense danoise. Daniel, il a signalé que le gardien danois, qui n'est pas n'importe qui, monsieur Landin, il fait quand même une partie extraordinaire alors qu'il n'a pas joué en première mi-temps. Daniel, là où c'est intéressant sur ce match, c'est qu'on voit beaucoup de nouveaux joueurs et que qui va prendre les responsabilités maintenant. Il va falloir se trouver de nouveaux patrons en plus de Sorendo, Karabatic. Il va falloir trouver des nouveaux boss. Exactement. C'est l'enjeu, ça va être l'enjeu de cet Euro. Découvrir une nouvelle équipe de France avec des nouvelles relations entre les joueurs. Mais ce qu'on a vu ici, là, sur cette Golden League, ça nous laisse à penser que ça devrait quand même relativement bien se passer. Vous voyez, soyons prudents. Et le temps mort demandé cette fois par les Danois. Il reste 25 secondes, ils aiment bien, on est à l'antenne, ça leur fait plaisir. Ça retarde un petit peu peut-être l'arrivée de Cédric Sorado, votre micro. On va en profiter, messieurs, pour tourner avec un but, je crois, entre Dunkerque et Metz, Jean Baumel. Exactement. Et le deuxième but signé pour les Messins par Emmanuel Rivière à la 52e. Ça fait donc 2-0 pour l'équipe de Frédéric Hans qui fait un grand pas vers la qualification pour les 16e de finale, même s'il reste encore beaucoup de temps à jouer. Mais pour l'instant, il n'y a que Metz sur la pelouse du stade Marcel Trébu. Bon, Sébastien Ruffet, style résiste toujours. C'est le live 0-0. Attention peut-être avec une action justement. Non, pour les Stylois, non, ils vont plutôt préférer conserver un petit peu ce ballon. Il y a eu une occasion tout à l'heure pour les joueurs de Style, un contre bien mené et ce ballon qui a été un petit peu cafouillé par Heitz au moment d'armer sa frappe à l'entrée des 16 mètres. Mais ils sont toujours là, les Stylois, même si il faut le dire, les Troyens dans ce début de deuxième mi-temps mettent un petit peu plus de vitesse, un peu plus d'envie, j'ai envie de dire, qu'en première mi-temps. Et ben, on va voir comment ça tourne. Enfin, pour l'instant, après 54 minutes, pour l'instant, on est quand même toujours à 0-0. Bon, Style le live, je l'ai piqué à Pete Discount sur le hashtag RMC Live qui nous disait ça. En tout cas, les défenseurs relancent avec Style. Ouais, allez, on repart en tout de suite. France-Danemark, la balle de match peut-être pour le Danemark, messieurs. Ouais, on entend les sifflets de la Corotel Arena, bien sûr, parce que ce sont les Danois qui ont la possession et qu'il y a 28 partout dans cette rencontre. Il reste 3 secondes avant le buzzer et il marque ces Danois et ils vont s'imposer au buzzer 29-28. Donc pour le Danemark face à l'équipe de France. Décidément, bon là c'est moins grave qu'en finale des Jeux Olympiques, bien entendu. Oui, voilà, mais décidément, les Danois, ils aiment nous contrarier. 29-28 donc pour le Danemark face à la France. C'est Rasmus Lauge de Flensburg-Handewitt qui a marqué le dernier but et c'est vraiment un joueur excessivement brillant. Il a été très bon en première mi-temps et là il continue à l'être. Bon, c'est anecdotique cette défaite, ça va faire beaucoup de bien aux Danois qui avaient été très mortifiés d'avoir perdu hier contre la Norvège. Vous savez, entre Scandinaves, il y a chaque fois des matchs de prestige. Bon, là, ils redressent un petit peu la tête. Nous, on n'a pas à rougir de cette défaite qui est très courte. Et voilà, maintenant, faudrait pas que ça se reproduise en finale de l'Euro quand même, parce qu'on aurait une mauvaise là. Hein. Et moi, j'ai envie de te dire, si c'est en finale de l'Euro, moi je signe. Mais en même temps, Daniel, tu as vu dans les rotations, les rotations ne sont pas faites non plus pour gagner les matchs, mais pour apprendre la confiance, parce qu'on a vu ce dernier shoot, c'est un shoot sur Dikamem, et Dikamem, il va falloir qu'il apprenne le poste de numéro 2 à être un peu plus dur. On n'a pas mis Valentin Porte, qui lui est le spécialiste à ce poste. Exactement, c'est vrai que Dikamem qui a d'énormes qualités offensives. Conjoncturellement, au plan défensif, là, il a été un peu laxiste, quoi. Il a laissé s'approcher le tireur danois et ça, évidemment, dans un match officiel, il vaudrait mieux. Et tu te souviens, Daniel, lorsque toi, tu avais Joël Abati, là, il aurait perdu 2-3 oreilles, le shooter. Il aurait peut-être marqué, mais il serait pas allé au championnat d'Europe à partir de vendredi. Il coupait les oreilles, alors, on l'appelait la cisaille. C'est-à-dire, quand tu passais entre ses mains, tu repartais jamais comme t'étais arrivé. Il faisait très très mal. Très très mal.
Solide le garçon. Le révérend. Bon, très bien. Bon, enfin très bien non. On est un peu déçus quand même. On est les un peu joueurs de déçus. l'équipe de France aussi, notamment Vincent Gérard. Un match nul eût été plus favorable pour nous, surtout au plan psychologique, mais c'est pas grave. Bon, enfin c'est pas grave. Allez, on va s'en contenter. Bon, on se contentera de ça et on aura Cédric Sorado à notre micro tout à l'heure pour évoquer ça. Merci les gars. Bonne fin de soirée. On rappelle que le premier match de l'Euro, ce sera vendredi prochain pour l'équipe de France qui affrontera la Norvège. Direct. La Norvège qu'on a battu dans cette Golden League. C'était oui, sauf que il n'y avait pas Sagosen, le sublime arrière gauche qui joue au PSG aujourd'hui, qui a joué aujourd'hui, et que on essaye de se cacher le plus de choses possible, même si toutes les équipes se connaissent énormément. Ce match sera le match le plus important de la poule, parce que remporter ce match face à la Norvège mettrait tout de suite l'équipe de France dans une bonne position. Bon, faut donc battre la Norvège. Ce sera vendredi prochain, à suivre évidemment sur RMC. On continue nos directs. La Coupe de France évidemment, mais également le basket. Ça vient de débuter à Levallois, entre Levallois et l'ASVEL. Lucas Vinois. Salut Lucas. Salut Christophe. Oui, ça vient de débuter. Il reste encore 5 minutes à jouer dans le premier quart-temps, et c'est l'ASVEL qui mène 9-6. L'ASVEL qui doit l'emporter pour rester au contact de Limoges et surtout mettre fin à une très mauvaise série, puisque sur les 5 derniers déplacements, l'ASVEL n'en a pas remporté un. Merci Lucas, à tout à l'heure pour la suite de ce match. Allez, la Coupe de France, les 32e de finale, avec des petits poussés qui tentent de bouffer des ogres. C'est le cas de Steel, opposé à 7 divisions d'écart. Sébastien Ruffet, Steel qui résiste. Ils font même mieux que résister, j'ai envie de dire. Allez, 57 minutes et toujours 0-0. Alors c'est 3 qui a un peu plus le ballon, qui a eu un petit peu plus d'occasion quand même d'un point de vue comptable. Mais les joueurs de Steel, ils sont là, ils sont bien là, ils sont solidaires, ils défendent très bien à 11 à chaque fois. Ils essaient de repartir proprement, avec toujours leur plaque tournante Alex Maisonneuve évidemment, et Jean-Luc Garcia, le coach troyen, avait dit on n'a pas envie d'être dans les journaux lundi matin. Ça veut dire il a pas envie d'être le dindon de la farce de cette Coupe de France. Ces joueurs pour l'instant ils font pas vraiment tout ce qu'il faut pour éliminer tout simplement cette équipe qui évolue quand même 7 divisions en dessous, il faut le rappeler. Et en tout cas sur le terrain c'est clairement pas ça. On disait avec les collègues, c'est plus un match National Ligue 2 si tu veux, tu vois, avec une équipe quand même qui joue crânement sa chance, et puis l'autre qui est pas tout à fait encore c'est pas de l'élite quoi. C'est pas 3 ce soir, c'est pas de la Ligue 1 clairement. Et on se dit que en arrivant à l'heure de jeu à 0-0, il y a peut-être un petit coup à jouer quand même pour les Alsaciens d'ici la fin de cette partie. Voilà, 0-0, 58 minutes de jeu. À tout à l'heure, Sébastien. Sochaux qui est en train de battre un plus gros. Bon, c'est pas une grosse différence, Arnaud Valadon, de division d'écart, mais en tous les cas, Sochaux fait de métier ce soir. Ouais, 3-0 quand même, 3-0 après une mi-temps. On joue depuis 58 minutes à Bonal. Alors on peut expliquer parce que Christophe Pélissier a énormément fait tourner pour Amiens, et surtout dans 3 jours, il y a la Coupe de la Ligue et Amiens va recevoir le Paris Saint-Germain, la licorne. Donc évidemment, entre se qualifier à Sochaux et faire un exploit et essayer d'accrocher et battre le Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue à la maison, on a vraisemblablement fait son choix du côté du staff et des joueurs de l'Amiens SC, même si ça n'explique pas totalement non plus le visage quand même assez calamiteux, même si ça essaye de réagir à l'image là de l'attaquant Koita, mais qui est complètement bousculé. Et en face, Sochaux, on a mis l'équipe type du côté de l'entraîneur Peter Zidler, et ça joue bien, ça joue même très bien, puisqu'on a vu notamment sur le deuxième but un mouvement collectif assez magnifique proposé par le 8e de Ligue 2, et donc ça fait 3-0 après 59 minutes de jeu à Bonal entre Sochaux et Amiens. On continue notre tour des stades, on part à Senlis qui affronte Nantes, et là il y aura vraisemblablement pas de surprise. Aurélien? Non, pour l'instant c'est Nantes qui domine largement les débats après 54 minutes, 2-0, Bamou et Rongier en première période, et ça continue en ce début de deuxième période avec des grosses occasions, notamment pour Alexander Kacaniklic, le Suédois du FC Nantes qui est entré à la mi-temps. Ranieri a fait un premier changement, il est entré à la place de Julie Loki. Attention avec cette frappe de Santiengom, là le tout jeune joueur, l'ancien buteur de la Suze en CFA, en National 2 désormais, qui frappe au-dessus des cages là de Michael Ferreira, le gardien et capitaine de cette équipe de Senlis. On joue ici à Beauvais, au stade Pierre Brisson, devant plus de 5000 spectateurs pour l'instant, donc qui ont très froid, 4 ou 5 degrés, pas plus ici à Beauvais. Donc pour l'instant Nantes qui n'a pas réchauffé l'ambiance. 2-0, match très tranquille pour les Canaries après 55 minutes de jeu. Très bien, Jean Baumel, Dunkerque-Metz. 4-0 pour Sochaux, c'est vraiment un match à sens unique, et ça commence à être une addition très lourde. C'est Thomas Robinet lancé en contre qui va tromper
tout seul Jean-Christophe Bouet. 4-0 pour Sochaux, pensionnaire de Ligue 2 face à Amiens, club de Ligue 1. Franchement, là, l'addition est plus que salée. Ok, 4-0 donc pour Sochaux qui va se qualifier. Jean Baumel, Metz aussi prend la direction de la qualif. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait parce que ça fait 2-0 pour Metz. On vient de passer l'heure de jeu. Il y a une belle réaction des Dunkerquois tout à l'heure, notamment avec Marc Fachan qui a fait une superbe frappe et qui a obligé Kawashima, le gardien japonais de cette équipe de Metz, de faire une parade exceptionnelle. Et dans la foulée, il y a encore une action chaude pour les nordistes. Donc il suffit qu'ils réduisent l'écart assez rapidement pour faire un petit peu douter les Messins. Mais bon, c'est vrai que ça semble compliqué, mais il y a encore un petit peu d'espoir. S'ils en prennent la troisième, là forcément, ce serait terminé. Il reste une demi-heure. 2-0 pour Metz pour l'instant. Très bien, Benoît. Il y a des évolutions du score dans les autres matchs. Oui, Bissheim, un club de National 3 qui ouvre le score à Fleury-Mérogis, 1-0 donc pour le club de Bissheim. 18h46 sur RMC. Total Sport revient dans un instant. On vous rappelle que l'équipe de France de hand vient de s'incliner en finale de la Golden League, battue d'un petit but par le Danemark. On en reparle tout à l'heure avec Cédric Sanrado, le capitaine des Bleus. 18h46. RMC, 18h20, Total Sport. Le dernier bulletin météo d'RMC est sur la nouvelle appli RMC. Téléchargez-la maintenant. RMC Foot 5, dès le 25 janvier à Nice. 3e édition de la RMC 5 Cup universitaire. Succédez à l'Université d'Evry, Val d'Essonne et l'Amos Business School Lille, vainqueur en 2017. Avec la Fédération Française du Sport Universitaire, le 5 et RMC, représentez votre école ou votre université et devenez le champion de France universitaire de foot à 5. Inscrivez-vous dès maintenant sur rmcsport.fr. RMC 5 Cup universitaire, le championnat universitaire de foot à 5. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute, et au 7-32-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, Total Sport, Christophe Cessieux, Olivier Giraud. 18h47, Total Sport jusqu'à 20h, Olivier. On va continuer de s'intéresser au foot avec les 32e de finale qui vont donc se poursuivre ce soir à 21h par le match choc entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Premier match de l'année pour le PSG qui entame là son compte à rebours avant le double affrontement contre le Real en Ligue des Champions le mois prochain. Paris qui, ne l'oublions pas, est également triple tenant du titre de la Coupe de France et qui pourrait en cas de succès en juin prochain, je crois, devenir le premier club français à réaliser la passe de 4 dans cette compétition. Le problème, c'est que l'appétit des Parisiens pour les coupes va leur donner beaucoup de travail et un mois de janvier très chargé. Loïc Braillet est en direct avec nous depuis le Roazhon Park. Salut Loïc. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Alors Loïc, ce ne sont plus les 12 travaux d'Hercule ni même d'Astérix, mais plutôt les 17 matchs pour le PSG d'ici le match retour face au Real. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ouais, exactement. Alors 17 matchs, encore faut-il se qualifier à chaque fois pour les tours de coupe en Coupe de France et en Coupe de Ligue, mais bon, effectivement, vu ce qu'a montré le PSG sur les dernières saisons, on peut le penser. C'est vrai que c'est un moment intense, très important dans la saison du Paris Saint-Germain, puisqu'évidemment ce match du Real va compter, mais alors plus que tout, ça va déterminer beaucoup de choses d'un point de vue individuel pour le coach, pour certains joueurs et évidemment pour le collectif du PSG. Et du coup, jusque là, tu évoquais ces 17 matchs jusqu'au match retour, effectivement au Parc des Princes contre le Real. Il y aura une gestion d'effectifs à faire du côté de Unai Emery. On est dans une période de mercato où des joueurs se posent beaucoup de questions. Il y a les blessures à éviter. Il fait encore froid, notamment ce soir en Bretagne. Donc il y a tous ces éléments-là qui vont rentrer en ligne de compte dans cette gestion de match tous les 3 jours. Et alors là, pour le coup, on a bien regardé, c'est effectivement tous les 3 jours. Et c'est peut-être ce qui explique aussi que la reprise de l'entraînement au PSG a été si tardive. Et d'ailleurs, Unai Emery nous l'a dit en conférence de presse, pour lui c'était extrêmement important de donner le maximum de vacances, le maximum de temps aussi psychologiquement pour ses joueurs avec leur famille, etc. avant d'attaquer ce gros morceau effectivement de janvier, début février. Alors le PSG qui ne se présentera pas ce soir avec son effectif au complet, difficile de rapatrier tout le monde après les vacances. Est-ce que toutes les pomponnettes du PSG sont rentrées à la maison, Loïc? Alors la pomponnette Cavani est rentrée, elle est rentrée vendredi. On rappelle que la reprise de l'entraînement a été programmée mercredi, avec en plus déjà un jour de plus de vacances négociées au préalable avec les Sud-Américains. Donc il y avait déjà 48 heures de retard pour Cavani. Toujours pas Javier Pastore qui serait, on va rester prudent parce qu'on n'a pas réussi à avoir la confirmation de l'info, qui serait attendu demain au camp des loges pour sa reprise de l'entraînement. Ce qui est sûr, c'est que ces deux joueurs-là vont être sanctionnés. Ils vont être reçus en tête à tête, et c'est peut-être déjà fait pour Edinson Cavani par Antero Henrique, le directeur sportif, qui là a une occasion en or d'affirmer son autorité vis-à-vis des autres membres du vestiaire. Cavani s'est entraîné aujourd'hui, d'ailleurs il s'est entraîné hier, mais effectivement c'est un problème que la direction sportive aurait bien aimé ne pas avoir à gérer
blessés dans cette période dont on l'a dit extrêmement intense. Il n'y a pas Levin Kurzawa non plus ce soir, mais ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il est malade. Donc voilà, il y a ces petites absences-là à gérer. L'effectif à faire tourner aussi ce soir du côté de Rennes, et on va voir comment tout ça va se terminer, parce que les Neymar et les Brésiliens qui eux étaient à l'heure à la reprise de l'entraînement, ils attendent la direction, mais alors au tournant sur la gestion de ces deux cas-là. Ils vont demander des vacances en plein mois de janvier, tu vas voir. Sur la gestion des cas Cavani et Pastore. Ouais. Alors à Paris, il y a ceux que l'on veut voir rentrer, il y a aussi ceux que l'on souhaite voir partir. Hein. En l'occurrence, Lucas et Ben Arfa, mais ces deux-là sont pas vraiment pressés. Pourtant, Nantes, je crois, a formulé une offre pour le Brésilien Lucas. Hein. Voilà. Alors il n'y a pas une offre officielle concrète quand même de la part du FC Nantes, mais il y a une vraie approche. Il y a eu discussion entre les deux présidents, Valdemar Kita et Nasser Al-Khelaifi. Alors Nasser est très très ouvert au départ de Lucas, aucun problème. Valdemar Kita serait le plus heureux aussi de pouvoir l'accueillir. Ils ont même imaginé le fait que Nantes puisse prendre une grande partie du salaire conséquent de Lucas, même dans le cadre d'un prêt. Par exemple, le problème, c'est que le joueur ne veut même pas en entendre parler. Le joueur est bien à Paris. Il est jeune papa. Sa femme est. Pourtant, c'est sympa Nantes quand même. Attends, c'est pas la plus mauvaise ville de France, absolument. Il joue encore au foot? Il a joué 6 matchs depuis le début de saison. Il est bien à Paris, un peu moins là, cool. un peu moins. Ben ouais, il a un gros salaire, il est dans un effectif où il a tous ses potes, enfin la plupart de ses potes en plus. Alors il sait qu'il joue pas, évidemment il aimerait davantage jouer, mais sa position est très confortable pour aller bouffer et barbecue. Ça c'est autre chose. Effectivement, il est très très cher pour ça. Donc on va voir ce qui va se passer, mais lui il va être très très sélectif sur les offres qui pourraient se présenter durant ce mercato. Et alors quant à Ben Arfa, lui aussi il serait pas contre éventuellement un départ, mais alors il faut que ça soit un top club européen. Il faut que son salaire jusqu'à la fin de la saison lui soit versé. Son salaire est monstrueux aussi. Lui, il est prêt à partir à condition que le club lui paye son salaire jusqu'au mois de juin, ce que le club refuse. Et après, il y a les autres cas quand même des joueurs prêtés dont il faudra faire attention. Ressé, Guedes et Krikoviak, qui sont tous les trois prêtés aux quatre coins de l'Europe. À voir ce qui peut se passer sur d'éventuelles propositions d'achat pour ces joueurs-là, puisqu'on rappelle quand même qu'il y a une nécessité de vendre pour le PSG en vue du respect pour le fair play financier, autour de 60 millions d'euros en gros à faire rentrer d'ici la fin du mois de juin. Donc ils sont pas obligés de vendre en janvier. S'ils vendent pas en janvier, grosse pression sur le début juin quand même, très grosse pression pour vendre des joueurs. Donc ce serait peut-être mieux d'en vendre au moins un en janvier. Très bien. Loïc, on te retrouve tout à l'heure évidemment, 21h. On va te couper parce qu'on reprend la direction de l'Accor Hotel Arena, Olivier, puisque nous sommes avec le nouveau capitaine de l'équipe de France, s'il vous plaît. Cédric Sorindo qui est avec nous. Bonsoir Cédric. Bonsoir tout le monde. Salut Tchouf. C'est Zozo. Salut Zozo. C'est quoi ces surnoms les gars là? Alors Tchouf, je sais pas si j'ai le droit de le dire, de ça vient Tchouf. C'est que en fait non, ça reste entre nous. Ça reste entre nous, voilà. Tu vois, le capitaine a parlé, je peux rien dire. C'est quoi? C'est antillais ou quoi les gars là? Non, oui, c'est des trucs d'antillais entre Guadeloupéens et Martiniquais, voilà. On peut pas t'en dire plus. Alors Cédric, cette campagne avec toi comme capitaine pour la première fois déjà, comment tu as appris le fait que tu allais devenir le nouveau capitaine derrière Thierry Omeyer? Déjà c'est un rôle j'ai pas trop compris en fait pour l'instant, donc forcément je vais dire que je m'implique. Donc passer après Thierry Omeyer, c'est beaucoup. C'est comme je dis encore hier, on a une journée de remerciement pour lui. Donc voilà, donc lui il m'a dit qu'il me faisait confiance pour ce rôle. L'équipe a accepté, même le staff. Donc voilà, je peux plus me cacher, je dois sortir de la lumière. Ça fait un peu peur, mais comme je dis, si j'ai appris à faire du hand, je vais apprendre à devenir capitaine. Et oui, parce que Cédric, c'est vrai que tu es en équipe de France depuis toujours, ou presque. Tu fais partie des piliers, des experts, plus de 10 ans d'équipe de France. Pourtant, on te connaît moins que les Karabatic, Omeyer et Guigou. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est une volonté de ta part de te mettre un peu en retrait, un peu dans l'ombre de toutes ces grandes stars du hand français dont tu fais partie, mais qu'on connaît moins finalement? Je dirais que c'est un trait de mon caractère, donc j'aime travailler dans l'ombre. Ça veut dire que, comme Zozo il sait, voilà, dans le groupe je m'exprime énormément, mais dès qu'il s'agit de presse, de la lumière, de la notoriété, même de la reconnaissance, là je me sens mal à l'aise, donc je préfère me cacher. C'est dommage quand même. En fait, si tu devais comparer Cédric, et j'aime pas comparer les sportifs aux autres, c'est un peu à du sautoir. C'est-à-dire que c'est du sautoir, en 5e du 15 de France. C'est son talent, il est sur le terrain, et que l'exemple, et moi je sais pourquoi tu es capitaine de l'équipe de France, Cédric, c'est parce que l'exemple il le montre sur le terrain et en dehors du terrain, et souvent les mots de Cédric sont en dehors du terrain
terrain et ils sont jamais visibles. Donc il était tout logique qu'il devienne le capitaine de cette équipe de France. Cédric, on a vu la fin de ce match avec un but à la dernière seconde du Danemark. Ça reste la Golden League, ça reste un match de préparation. Il y a quand même, on a vu de belles choses. Qu'est-ce qu'il manque pour toi dans cette préparation à cette équipe? Mais je dirais déjà, vraiment prendre conscience et surtout avoir beaucoup plus de confiance en soi. Donc il y a aussi du positif. Donc on peut remarquer, ils reviennent à la dernière seconde, ils marquent. Il y a un travail qui a été fait. Donc maintenant on sait, on a des vrais repères pour savoir ce qui nous manque et où on doit se focaliser pour commencer correctement déjà le 12 janvier. Le 12 janvier face à la Norvège, c'est déjà vendredi prochain. Ouais, et d'ailleurs, avez-vous échangé sur ce match, sur l'importance de ce premier match contre la Norvège? Mais je dirais même comme dans toute compète, le premier match c'est déjà le plus important. Surtout la particularité de ce match, c'est une équipe de Norvège qui ces dernières années qui nous pose vraiment problème. Donc on sait commencer une compète avec une victoire, c'est gagner en confiance et monter au fur et à mesure en puissance. Donc on sait, ce match il est primordial. Donc ensuite, comme je dis, ça fait un mois qu'on prépare le match. Donc on a de vrais repères et il nous reste quelques jours pour travailler. Donc je pense qu'on va se focaliser déjà sur ce premier match. Beaucoup de jeunes talents dans cette équipe de France. Encore une fois, des joueurs expérimentés en club, mais non en équipe de France. Avec le départ de Narcisse et d'Omeyer, tu transmets à certains qu'ils doivent prendre leurs responsabilités aussi aujourd'hui, devenir des moteurs, des leaders. Il faut trouver des nouveaux leaders dans cette équipe. Oui, forcément, mais je pense que il y en a certains qui ont été couverts en équipe de France, donc ils savent comment ça fonctionne. Donc comme j'ai dit hier, on a eu la visite de Thierry Omeyer et de Daniel Narcisse, donc forcément il y a eu des échanges. Donc avec le discours du coach qui dit que maintenant chacun peut plus se cacher, comme ça aurait pu être le cas à l'époque. Donc il faut noter le point positif de cette tournée de Golden League, c'est de voir que tous les joueurs ont participé, ils ont apporté leur pierre à l'édifice et je pense que c'est quelque chose de valorisant déjà pour le handball français, pour les clubs français. Donc donc il y a un vrai travail qui est fait, même quand il y a des blessures, mais il y a des joueurs qui arrivent, mais ils assument le poste. Donc je dirais que la particularité qu'on a maintenant, c'est que tout à chacun porte les responsabilités de l'équipe de France. Cédric Sorado, capitaine de l'équipe de France de hand, tu vois, finalement. Il part comme un capitaine, finalement, facile. C'est pas si dur, Cédric, t'as vu? C'est très difficile, là. Vous partez quand? Vite fait. Je sais pas, je pense mercredi, mais bon, pour l'instant, j'ai plus transpiré que dans le match handball. Merci Cédric. Merci Tchouf. Tu veux pas nous dire pourquoi Tchouf? Non, il va me le dire en antenne, je vais le faire parler sous la menace, sous la torture. Merci Cédric, bravo, même s'il y a eu la défaite aujourd'hui, mais on espère que vous prendrez votre revanche en finale de l'Euro dans quelques jours. 18h58, un petit détour par Dunkerque avec un nouveau but entre Dunkerque et Metz, Jean Baumel. Et cette fois c'est Dunkerque qui a marqué un but, donc réduction de l'écart, il reste 18 minutes, 2-1 pour Metz et ça relance totalement cette fin de match pour l'instant, donc c'est toujours Metz qui est devant, 2-1. 18h58, on se quitte quelques instants, les infos 19h, on revient pour la deuxième heure de Total Sport, Olivier, avec plein de belles choses encore à venir jusqu'à 20h. On est prêt? On est prêt. Solide sur les appuis, à tout de suite. RMC, 18h-20h, Total Sport. Sur RMC, le dimanche soir, minuit, c'est Poker. Le RMC Poker Show avec Winamax. Retrouvez les plus grands joueurs, les plus grands tournois, des anecdotes, des conseils avec Daniel Riolo et Moundir. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show. Ce soir à minuit sur RMC. Winamax, numéro 1 du poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Un partenariat qui change la recherche. Agila et la Fondation Cœur et Recherche profitent des journées européennes de la Société française de cardiologie pour annoncer leur volonté de s'associer pour soutenir la recherche sur les maladies cardiovasculaires. Soutenez-nous. Ensemble, relevons le défi de la recherche. Info sur agila.org ou cœur-recherche.fr. On part en montagne avec Stéphane Jobert pour savoir le temps qu'il y fera demain.
Et avec des chutes de neige attendues demain sur les Alpes des 1800 mètres, le ciel restera couvert toute la journée. Ce sera d'ailleurs le cas à Clusa où des équipements spéciaux sont obligatoires pour rejoindre la station. Notez que le col des Aravis est ouvert. À Tignes, la neige est fraîche et 70% des pistes ouvertes. À Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes, les pistes sont quasiment toutes accessibles avec de la neige douce. Les dernières chutes datent de 3 jours. Sur le Massif central, le ciel reste couvert avec de la pluie et c'est la semaine Famille Plus qui débute demain dans la station du Mont-d'Or avec 16 pistes sur 30 qui sont accessibles. C'est dans les Pyrénées que vous trouverez un ciel dégagé avec de la neige qui est tombée aujourd'hui. Vous devriez donc profiter, bénéficier de bonnes conditions pour descendre les pistes demain. Vous irez peut-être dans la station de Pégarude, située à cheval entre les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. La neige y sera toute fraîche sur les 60 km de piste et les routes seront dégagées pour vous y rendre. RMC. RMC, 19h01. La suite de Total Sport après les infos que vous présente dans un instant Arthur Delaborde. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Arthur pour les infos. Bonsoir Arthur. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Résiste, l'un de ces tubes connus par tous les Français. On peut aussi citer Ella Ella, il jouait du piano debout, Si Maman Si ou encore les sucettes Alani. France Gall est morte ce dimanche à l'âge de 70 ans des suites d'un cancer. De nombreuses personnalités rendent hommage à cette icône de la chanson populaire. Françoise Hardy, qui fut comme elle à ses débuts une grande star des années 60, confie notamment toute l'admiration qu'elle avait pour France Gall. C'est une formidable chanteuse. Moi, j'ai toujours apprécié comme elle chantait. Elle était très rythmique, ce qui n'était pas si courant à cette époque-là. Et puis, elle a toujours eu un goût sûr. Même les premières chansons, elle n'a chanté que des bonnes chansons en réalité. France Gall, 50 ans de carrière, un couple mythique formé avec Michel Berger. Elle fut aussi la compagne de Julien Clerc qui poste ce tweet émouvant. Une part de ma vie s'en va avec toi. L'actualité politique est Marine Le Pen qui se prononce pour un changement de nom du Front National afin d'illustrer, dit-elle, sa transformation en parti de gouvernement. Et puis près de 8 Français sur 10 disent adhérer à l'une des grandes théories du complot, résultat d'une étude de l'Institut IFOP au moment où le gouvernement prépare un projet de loi contre les fake news, les fausses informations. RMC 19h02, Total Sport se poursuit avec Olivier Giraud et Christophe Cessieux. Dans un instant, effectivement, jusqu'à 20h, Total Sport avec au programme du rugby la suite des matchs des 32e de finale de la Coupe de France et également des nouvelles de nos stars en partance pour les Jeux de Pyeongchang en Corée du Sud. RMC, 13h-15h, c'est Radio Brunet. Éric Brunet. Bonjour, c'est Éric Brunet. Je prends le contrôle d'RMC tous les jours de 13h à 15h. Ça s'appelle Radio Brunet. Si vous êtes de droite, de gauche, du centre, de nulle part ou d'ailleurs, ce rendez-vous est le vôtre à une condition, que vous ne soyez pas un mouton et que vous pensiez un peu à rebrousse-poil. RMC, #Radio Brunet. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. RMC, Total Sport, Christophe Cessieux, Olivier Giraud. 19h03 sur RMC, la deuxième heure de Total Sport avec, je vous le disais, pas mal de choses encore à venir. Tout d'abord, Olivier, on va se remettre les choses en tête, savoir ce qui s'est passé sur les terrains de France, de Navarre et ce qui se passe encore avec notamment les 32e de finale de la Coupe de France, le Flash Sport avec Benoît. Et où on y retourne sur les 32e de finale de Coupe de France. On va voir le petit poussé style face à 3, Sébastien Ruffet. Eh bien, il reste 12 minutes à jouer et vous ne rêvez pas. 0-0, cette division d'écart et toujours 0-0 au tableau d'affichage. Allez, Sochaux se balade contre Amiens, Arnaud Valadon. 12 minutes encore à jouer. 4-0 pour Sochaux qui évolue en Ligue 2 face à Amiens, club de Ligue 1. Senlis Nantes, Aurélien Tiersin. Bientôt le dernier quart d'heure est toujours 2-0 pour le FC Nantes contre Senlis, équipe de National 3. Les petits qui se rebiffent. Mafoupa a touché la barre transversale tout à l'heure. 2-0 après 75 minutes de jeu. Dunkerque-Metz, Jean Baumel. Il reste 12 minutes à jouer et Metz qui a mis un troisième but. Il y avait réduction de l'écart à la 70e par Marc Marchand pour les Dunkerquois et 4 minutes plus tard, c'est Cafou qui creuse un peu plus l'écart en faveur des Messins. Donc 12 minutes à jouer, 3 buts pour le FC Metz face à Dunkerque. Dans les autres matchs, Épinal mène 1-0 à Sanois-Saint-Gratien, 0 également pour Bissheim sur la pelouse de Fleury-Mérogis, 0-0 entre Vannes et Saint-Brieuc. Je vous rappelle que Granville, club de National 2,
a éliminé Bordeaux en prolongation. Et puis les qualifications de Marseille, Strasbourg, Saint-Etienne et Lorient. Une surprise en Angleterre, Arsenal, tenant du titre de la Cup, s'est fait sortir par Nottingham Forest, club de 2e division, dès le 3e tour. Du rugby avec la 15e journée du top 14. Ce soir à 21h, Racing Clermont, c'est le choc de cette journée. Je vous rappelle que Pau a battu Toulouse d'un petit point cet après-midi, 11-10. Du handball avec la Golden League et la défaite de la France à Bercy contre le Danemark, défaite d'un but, 29-28. Et un mot de basket, la 15e journée de Pro A, le Valois Asvel, Lucas Vinois. Encore à jouer dans ce deuxième quart-temps, les Valois qui mènent 27-24 face à l'Asvel. Et on retourne à la Coupe de France. On retourne le petit poussé Style. Le petit poussé qui est en difficulté. Avec le but pour les Stacks. Aïe, que c'est cruel. À la 80e, le centre de la droite. Et c'est Benjamin Nivet, le vétéran de cette équipe de 3, qui vient mettre sa tête. Il est un tout petit peu oublié dans les 6 mètres. Elle est imparable pour Florian Schwab, qui avait été irréprochable, qui avait sorti 2-3 parades de très grande classe jusqu'à présent pour maintenir son équipe à flot. Aïe, 1-0 pour 3. Il reste 10 minutes à jouer. Le coach de Style, Seb Bishop, va faire entrer un attaquant. Évidemment, il va tenter maintenant le tout pour le tout, pour croire encore un petit peu. Allez, encore 9 minutes 30 à jouer, désormais 1-0 pour 3 face à Style. On peut pas compter sur toi là, Sébastien. C'est quoi cette histoire là? On pensait vivre avec toi la fin de ce match. Et j'y croyais aussi. Bah ouais, non mais attends. Et j'imagine qu'il y a une énorme déception là sur toute l'Alsace qui s'est abattue. D'un coup, je l'ai senti même physiquement sur mes épaules. Ah oui. C'est lourd à porter. C'est très lourd à porter. Attention parce que les Troyens vont peut-être pouvoir inscrire un deuxième but. Non, ce sera encore défendu parce que c'est très cruel parce que. Et le 4e pour Metz. Le 4e et le doublé pour Ibrahima Niane à 10 minutes de la fin. Donc là, ça sent carrément la fin pour les Dunkerquois qui vont peut-être tout faire pour encore en mettre, mais pour se qualifier, c'est être quasiment mission impossible. Donc il reste 9 minutes, 4-1, le doublé pour Niane qui vient de marquer pour le FC Metz. Bon, il n'y a plus de suspense donc entre Dunkerque et Metz, et donc la petite surprise de Style ne tient plus qu'à un fil. Sébastien Ruffet, 1-0. Est-ce qu'il se rebiffe quand même malgré tout pour les dernières minutes? Il reste combien de temps à jouer d'ailleurs? Il reste 8 minutes 30 à jouer. Bien sûr, ils vont essayer jusqu'au bout. Là, on voit encore là les joueurs justement Alex Maisonneuve qui s'énerve un petit peu parce que son coéquipier là, Jérémy Aligenstein, n'est pas parti au moment où il lui a fait le ballon, où il lui a donné le ballon. L'appel aurait pu être bon s'il avait réagi un tout petit peu plus tôt, l'attaquant Stillois, mais ils vont évidemment se battre jusqu'au bout, laisser leur dernière force parce que pour certains d'entre eux c'est une revanche un petit peu sur leur carrière, sur plein de choses, et ce soir c'est le match de leur vie pour certains, tout simplement une revanche sur une carrière. Parfois on le sait dans ces équipes là, les carrières qui tiennent à peu de choses en tout début de carrière, et puis on se retrouve là face à une équipe de Ligue 1 et on donne tout ce qu'on a pour montrer qu'on va aller un petit peu mieux. 8 minutes et 3 mènent 1-0. Alors que un nouveau but a été inscrit entre Dunkerque et Metz, Jean Bevel. Et encore un but à Dunkerque, cette fois c'est Dunkerque, 4-2, c'est incroyable ce match. Après, Marc Fachan, c'est le frérot qui marque, Damien Fachan. Voilà, au moins eux, ils vont passer peut-être une bonne soirée, même si la qualif risque de ne pas être au bout du match. Mais en tout cas, les frères Fachan ont remarqué et ça fait 4-2. Et là, le buteur est allé vite récupérer le ballon au fond des filets pour essayer de jouer crânement sa chance, puisqu'il reste 2 buts à remonter et peu de temps pour le faire. Il reste 8 minutes, c'est pas impossible, mais dans le football tout peut arriver, comme quoi c'est un petit peu relancé, mais ça reste compliqué quand même. En tout cas, ça fait 4-2 pour Metz face à Dunkerque. Il reste un peu moins de 8 minutes à jouer. Et pendant ce temps-là, Sochaux déroule, Arnaud face à Amiens. Et le 5 pour Sochaux, c'est le capitaine Florian Tardieu qui est allé placer cette tête au deuxième poteau pour battre Jean-Christophe Bouet, le gardien remplaçant d'Amiens. Et à 8 minutes de la fin, 5-0 pour Sochaux face à Amiens. Franchement là, on ne s'y attendait pas au coup d'envoi. Petite surprise quand même s'il n'y a qu'une seule division d'écart, mais Sochaux qui mène donc 5-0 face à une équipe de Ligue 1. Les jaunes de Sochaux qui régalent, les jaunes de Nantes également. Aurélien Tiersin face à Senlis. Tranquille ou presque, effectivement, il reste 12 minutes dans le temps réglementaire, 2-0 pour les Canaries, mais la Senlis qui commence à se rebiffer. Une barre tout à l'heure de Jeffrey Damour au 25 mètres, superbe frappe, et là à l'instant une tête de Franck Dutruge, l'un des deux attaquants de cette équipe de Senlis, au 6 mètres seul, et ça termine dans les mains de Maxime Dupé. Mais Senlis qui essaie de pousser encore une fois avec Mafuta, peut-être l'international centrafricain de cette équipe de National 3, de cette équipe de Senlis, mais encore une bonne intervention de Nicolas Palois. 2-0 pour les Canaries après 80 minutes de jeu, mais ça commence à chauffer les Canaries qui vont devoir faire attention. Ok, à tout à l'heure Aurélien. On suit également le basket, la 15e journée de Pro A, et le Valois qui reçoit l'Asvel ce soir. Lucas Vinois est sur place. 3 minutes 25 à jouer dans ce deuxième quart-temps, et à l'instant le plus gros écart du match, le Valois 32, Asvel 26. Le Valois emmené par Klemen Prepelic, le Slovène champion d'Europe, déjà auteur de 13 points dans ce match, alors qu'à l'instant ça y est, 2 nouveaux points
points sont inscrits par le meneur de Levallois, Rémi Lesca. 3 minutes 11 dans le deuxième carton, 34-26 pour Levallois contre l'Asvel. Merci Lucas, à 19h09 évidemment, antenne ouverte à tous nos envoyés spéciaux s'il y a des buts marqués dans les derniers instants de ces matchs des 32e de finale de la Coupe de France. L'actualité du foot, Olivier, c'est donc la Coupe, on vient de le voir. C'est aussi le mercato d'hiver qui a pris un coup de chaud hier avec l'officialisation du transfert de Coutinho au Barça. Milieu de terrain brésilien transféré de Liverpool pour la modeste somme de 160 millions d'euros. Modeste, comme tu dis. Très modeste. Maureen Lehou, une belle somme, ça pourrait permettre de faire des soldes, ça. Exactement, mais il va falloir s'y habituer, messieurs, à ces sommes folles sur un marché de transfert devenu démesuré depuis cet été. Messieurs, le but ici à Beauvais. S'il vous plaît, monsieur. 3-0 pour le FC Nantes, le but d'Emiliano Sala qui dribble Michael Ferreira. Donc Nantes qui clôt le suspense à 10 minutes de la fin de cette partie. 3-0 pour Nantes contre Senlis, l'équipe de National 3. Très bien, Maureen, tu en étais où? Oui, il va falloir s'habituer, messieurs, à ces sommes folles. Exactement, parce que même si Liverpool n'était pas vendeur, impossible de résister au pressing barcelonais et ce chèque de 120 millions d'euros plus 40 de bonus. Et pour être sûr de ne pas revivre l'amère expérience du départ de Neymar à Paris, le Barça fixe, messieurs, une clause libératoire à 400 millions d'euros. Philippe Coutinho... Ils veulent plus se faire piquer les joueurs comme ça a été le cas cet été. Exactement, Philippe Coutinho devient le 3e joueur le plus cher de l'histoire derrière les Parisiens Neymar et Mbappé. Le Brésilien, lui, bien sûr, réalise son rêve et signe un contrat de 5 ans et demi avec les Blaugrana. Seul bémol, il ne pourra pas disputer la Ligue des Champions dès cette saison sous ses nouvelles couleurs puisqu'il a joué la phase de groupe avec Liverpool. Du côté de Liverpool, justement, pour compenser ce départ, le nom de l'international français Thomas Lemar revient avec insistance, tout comme celui de Riyad Mahrez, le joueur de Leicester. Donc ça va bouger encore ce mercato d'hiver. Il suffit qu'on déplace un pion sur l'échiquier et puis derrière, effectivement, les chaises musicales se déclenchent. Merci Maureen. Merci Maureen. Alors Saint-Etienne rêvait aussi de réaliser son premier transfert du mercato d'hiver en enrôlant le défenseur serbe du club belge de la Gantoise, Stefan Mitrovic, une affaire qui semblait réglée et qui pourtant a capoté au dernier moment après la visite médicale. Depuis, des informations fantaisistes ont circulé. Timothée Mémon, tu allais démêler le vrai du faux. Stefan Mitrovic souffre en effet d'une entorse à la cheville avec une fine fissure à la malléole. Une blessure connue et absolument pas masquée par le joueur qui nécessite, à en croire le staff médical de la Gantoise, une quinzaine de jours de repos. Un peu plus au goût du staff stéphanois. Or, Saint-Etienne a des échéances importantes dans les jours qui viennent et notamment 2 matchs contre des adversaires directs au maintien en Ligue 1 contre Toulouse dimanche prochain et à Metz le mercredi 17 janvier. Pour ces 2 rencontres, les Stéphanois veulent pouvoir compter à minima sur leur recrue défensive, voire sur le milieu de terrain espéré. Cette urgence exclut de fait Mitrovic, trop court pour jouer ces 2 rencontres, et elle précise encore un peu plus les besoins de l'AS Saint-Etienne. Les Verts ne s'en cachent pas, ils veulent un joueur de calibre international, opérationnel tout de suite et prompt à jouer dès dimanche prochain contre Toulouse. Voilà qui réduit le champ des possibles. Mitrovic retourne lui soigner son entorse à la Gantoise sans rancune. Mitrovic du côté de la Gantoise, il y a aussi Mitroglou du côté de l'OM, mais il est tout aussi inefficace que depuis le début de la saison. Je crois que Lionel Charbonnier est en direct avec nous depuis Marseille. Il est là, le Charbot? Il est là ou il est pas là? Il est là. Je vous écoute moi depuis tout à l'heure. Comment ça va mon Lionel? Salut Yo. Très bien, et vous? Salut poulet. On est régalé cet après-midi au MVA, ça nous rappelle des souvenirs ça. Ouais, je me suis. Alors, je suis allé un petit peu dans la surface partout. J'ai essayé de tester, tu vois, s'il y restait encore quelques trucs. J'ai sondé le terrain et tout. J'ai rien trouvé. On en parlait ce matin, Lionel. Tu trouves pas ça extraordinaire cet arbitre, le fils qui arrive et qui arbitre? Non, mais franchement, la Ligue, elle aurait pas pu faire quelque chose. Elle aurait pas pu lui dire non, mais écoute, là, on va essayer de pas faire cette blague-là. Imagine, sans le faire exprès, un hors-jeu oublié, but derrière. Tu te rends compte le truc, ça va le poursuivre partout. Faut arrêter. Ouais, non, c'est hallucinant, c'est le sort qui veut ça. Mais l'arbitre n'avait pas du tout été mis en question sur cette histoire VAOM. D'accord. Non, c'était pas l'arbitre qui était non, il y en avait quelques autres. Mais c'est vrai. Bon, c'est vrai que tout le monde en a parlé sur les ondes, à la télé, partout. Ah oui, ça a quand même révolutionné l'histoire. On entendait parler. Je pense qu'il y a une caméra qui est que sur lui. Pendant le match. Cet après-midi, tu commentais le match à la télé, vous en avez beaucoup parlé?
On en a parlé, ouais. Bien sûr, comment tu veux passer à côté d'un truc et puis en même temps, Christophe, quand t'annonces quelque chose dans ton émission le matin, c'est bon, tout le monde le sait. Bien sûr. Tu le sais, c'est ça, des mecs qui font l'actualité, quoi, des newsmakers. Non, mais c'est Florent Germain qui a déniché l'histoire. C'est pas moi, j'y suis pour rien. Moi, j'ai rien à voir. Mitroglou, donc, il était comment, Lionel, aujourd'hui? Écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été, il est régulier au moins, régulier dans la médiocrité. Ouais, bon, après c'est difficile. Il est sorti pour faire simple, il est sorti sous les sifflets du public. Maintenant, d'un autre côté, il faut savoir comment utiliser Mitroglou. Je reste persuadé, moi, que c'est un joueur qu'il faut utiliser à deux attaquants avec un copain à côté de lui. Aujourd'hui, c'était Germain qui lui était associé. Après, moi, encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel. Mitroglou, il faut l'utiliser comme pivot. Donc, dans les circuits préférentiels, il faut aller le chercher de haut but. Ça a été fait 2-3 fois. On voit qu'il est plus à l'aise. Maintenant, il y a eu aussi, alors je suis un grand défendeur de Mitroglou et du recrutement de l'OM, parce que on voit que ce joueur-là a des capacités extraordinaires. C'est un buteur, c'est tout ce qu'on veut. Mais dans ses déplacements à deux, il faut aussi qu'il fasse les bons déplacements. Et par 2 ou 3 fois, il n'a pas fait les bons déplacements pour venir se positionner. Lionel, t'es allé manger chez Mitroglou, quoi. Parce que non, mais je te promets. Mais Lionel, tu me dis que tu vois ce recrutement, mais quand tu compares ce que t'as perdu et ce que t'as récupéré, tu peux te faire qu'un seul constat. Tu peux rien. Tu l'as perdu. Mais tu l'as perdu parce que tu voulais pas le garder, Gomis. Parce que tu voulais pas lui mettre les sous. T'en veux pas. Mais et derrière, tu dis Mitroglou, vous verrez, ça sera super. Et c'est pas, donc c'est un échec. Écoute, c'est un échec. Moi, je reste persuadé que Mitroglou, comme je te disais, c'est un joueur qu'il faut utiliser en 4-4-2 ou 4-1-3-2. Il faut lui mettre quelqu'un à côté. D'un autre côté, il faut des circuits préférentiels qui lui soient. Faut presque construire les attaques autour de lui. Tu vois, j'ai parlé aussi avec Dimitri Payet qui a été éblouissant. Il a commencé moyennement et il est monté au fil des minutes. Et je lui ai dit, mais Dimitri, je te sens beaucoup mieux quand il y a 2 attaquants à côté de toi. Il me dit, oui, c'est vrai, ça me donne beaucoup plus de possibilités. Lionel, tu sais quoi, tu nous as embrouillé. Tu sais quoi, t'as pris des coups, des filières préférentielles. Non, mais il a pris des cours avec coach Courbis. Tu lui poses une question, je t'envoie je sais pas où. Et les copains, j'ai passé des diplômes, moi, j'ai pas eu je suis pas entraîneur dans un paquet de on n'est pas diplômé, excuse-nous. Tu sais, ça fait penser quand Serge, à chaque fois, il te disait, dès qu'il y avait un truc sur l'anatomie, il disait, moi, je suis médecin. Ça veut dire, tais-toi, toi. Non, moi, j'ai passé des diplômes, il y a des mots, tu vois, oui, t'as raison. Non, mais on comprend rien, mais c'est pas grave. Merci, Moyo, je rigole, évidemment. Non, mais c'était un beau match. Attention, il faut pas mésestimer cette victoire de l'OM, parce que les Valenciennois ont fait, vraiment, ont donné une belle réplique. Ouais. Dis-moi, Lionel, on pourra le voir le match ce soir entre Rennes et le PSG ou c'est compliqué? C'est compliqué sur Eurosport quand même, hein. Ah, c'est compliqué. Alors moi, T'as compris toi ou non? Je suis sur le player. Je suis en train de regarder le player actuellement. J'ai fait tout un système. Toi, t'as les abonnements gratos aussi. Attends, c'est facile. Même pas. Je me suis acheté mon petit abonnement. Voilà, j'ai fait comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. Ouais. Comme tous ceux qui peuvent le faire. Qui ont des sous, comme ça, évidemment. Voilà. Les champions du monde, ça a des sous. C'est bien connu. Ah, ça y est. Non, mais c'est mon métier. C'est mon métier. Alors, Lionel, faut que tu fasses attention. Christophe a décidé, ça va être un tueur toute l'année. Il a commencé l'année sur les chapeaux de rue et il est énorme. C'est un sniper. C'est un sniper. Il a snipé toute la matinée. Vendredi prochain avec Lionel pour le Super Football Show. Il y a un expert et un candide. On est parfaits tous les deux. Merci mon Lionel. Bonne soirée à Marseille. On se retrouve vendredi prochain. C'est terminé un peu partout sur les terrains des 32e de finale de la Coupe de France. Terminé ou quasiment terminé, notamment à Dunkerque. Oui, bah oui. C'est fini. Voilà. C'est fini. 4-2 pour le FC Metz. La hiérarchie a été respectée. Les buteurs Messin, Nian qui fait le doublé. Un but aussi de Rivière et de Cafou. Et les frères Fachan, Damien et Marc qui ont marqué pour Dunkerque. Donc l'aventure se termine pour l'équipe de nationale. Et Metz, tirage au sort demain soir à Bollard. Merci Jean. C'est pas encore terminé pour Steel, mais pas loin de l'être. Hein. Sébastien Ruffet, Steel qui affronte 3, on le rappelle. Steel qui est mené à 1-0. Ouais, on est dans les arrêts de jeu. Il reste 30 secondes dans le temps additionnel. Et les joueurs de Steel qui donnent tout ce qu'ils peuvent.
peuvent pour récupérer un dernier ballon peut-être. Allez, avec Maisonneuve sur le côté droit qui va peut-être pouvoir trouver dans l'axe. Voilà, Deran qui va garder le ballon. Est-ce qu'il y aura une petite faute? Non, dit monsieur l'arbitre, il n'y aura pas de faute, mais c'est pas fini. Avec Maisonneuve pour Huck sur le côté droit qui va pouvoir entrer sur de réparation sur le deuxième poteau. Et Zelensny qui s'interpose, qui capte ce ballon qui sera sans doute le tout dernier de cette partie puisque l'arbitre vient de regarder son chronomètre et qui siffle à l'instant la fin de cette partie, la victoire, la qualification pour les Stacks 3 qui s'impose 1-0. Mais que ce fut dur, que ce fut difficile. Et le public qui se lève absolument tous. On est à Molsheim, 2500 spectateurs tous debout pour applaudir, acclamer ces petits Alsaciens de Régional 3. Il y avait 7 divisions d'écart, ils ont fait mieux que tenir. Franchement, un grand coup de chapeau à tous les joueurs, organisation, etc. du FC Steel parce qu'ils ont donné beaucoup de plaisir cet après-midi. Il y a beaucoup d'émotions. On voit des joueurs un petit peu en larmes, on s'échange les maillots, des joueurs qui ont donné tout simplement tout ce qu'ils avaient à donner. Ils ont fait honneur au football amateur dans son ensemble. Bravo le FC Steel et bravo à 3 qu'on retrouvera donc en 16e de finale. Victoire des Troyens 1-0 grâce à un but de Benjamin Nivet. Merci beaucoup Sébastien. Victoire et qualification de 3. Qu'en est-il de Sochaux? Oui, enfin Sochaux avait un peu d'avance je crois, Arnaud Baladon, il y a quelques minutes face à Amiens. Ça s'est fini à 6-0. Voilà, sensation tennis, quand même. Exactement. Amiens qui a complètement sombré, qui n'a jamais existé dans cette partie, avait déjà 3-0 à la mi-temps. Les buteurs puisqu'il y en a 6 différents. Ruiz, Meïté, Kaloulou, Robinet, Tardieu et Dahan pour les Sochelin, voilà, qui se qualifie avec brio. Merci beaucoup Arnaud et on finit avec Senlis-Nantes. Aurélien Thiersin, est-ce que c'est terminé? Pas encore. Non, encore une petite minute et le stade Pierre-Brisson qui s'est vidé il y a une bonne dizaine de minutes parce que Senlis est en train de prendre l'eau. 4 divisions d'écart contre Nantes. Et bien 4 buts d'écart, 4-0. Yacine Bamou a signé le doublé il y a quelques secondes et Nantes qui continue d'attaquer avec René Krin, le Slovène qui est entré tout à l'heure en lieu et place d'Abdoulaye Touré. Et bien voilà, Nantes qui maîtrise largement son sujet. On est dans le temps additionnel. J'ai assez mal vu parce qu'on est dans une petite cabine, voilà, c'est le foot amateur. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes, bon bah voilà. Et Nantes, attention à cette frappe là de Franck Dutruge. Mais c'est tranquille pour Nantes, effectivement. 4-0 ici contre Senlis à Beauvais. Très bien, on te retrouve dans quelques instants donc pour l'officialisation du résultat. 19h21, Total Sport se poursuit jusqu'à 20h. Dans une dizaine de minutes, on va parler de rugby et notamment des premières déclarations de Guinoves depuis qu'il a été limogé par Bernard Laporte. Mais dans un instant, on va s'intéresser aux stars de Pyeongchang, à Alexis Pinturo, à Martin Fourcade et aux autres, les filles de l'équipe de France de biathlon qui ont remporté le relais aujourd'hui. Et puis on va voir que à Pyeongchang et en Corée, la situation est en train de s'adoucir, de se réchauffer. Qui l'eût cru? C'est la fin de la guerre froide. À tout de suite. RMC, 18h-20h, Total Sport. Valérie Pécresse, présidente du Conseil général d'Île-de-France face à Jean-Jacques Bourdin, demain 8h30 sur RMC et en simultané sur BFM TV. Demain, Valérie Pécresse. RMC Bourdin Direct, 6h-10h. Découvrez le Festival des Lanternes tous les soirs à Gaillac avec RMC. Dragons, pagodes, forêt de pandas, sculptures lumineuses monumentales et troupes du Sichuan vous emmènent dans l'Empire du Milieu. Info sur festivaleslanternes-gaillac.fr. Féerie d'Asie, le premier festival des lanternes à Gaillac dans le Tarn, c'est jusqu'au 31 janvier avec RMC. Depuis 25 ans, BFM Business travaille pour devenir une marque d'information économique de référence. À la radio, dans les plus grandes villes de France, sur le digital et à la télévision. Chaque jour, les entrepreneurs viennent témoigner, les experts viennent expliquer, anticiper les tendances et les dirigeants des plus grandes entreprises réagissent à l'actualité et présentent leur stratégie. BFM Business, ce sont des événements prestigieux qui récompensent l'esprit d'entreprendre et les innovations moteurs de l'économie. Parce que la France a tout pour réussir. BFM Business. RMC Basket. Le seul show radio 100% basket, c'est Basket Time. Basket Time. Pro A, Pro B, NBA, équipe de France. Tout le basket est sur RMC tous les lundis dès 21h avec toute la Dream Team basket d'RMC. Basket Time. Basket Time. 1h 100% basket. C'est demain 21h-22h sur RMC. RMC Total Sport, Christophe Cessieux, Olivier Giroud. 19h23, c'est terminé à Senlis cette fois-ci. C'est officiel, Aurélien? Effectivement, 4-0 pour les Canaries. Ouais, c'est à Beauvais, 2-0 après la mi-temps, 2-0 également en deuxième mi-temps, ça fait 4. Doublé de Bamou, un but de Rongier, un but d'Emiliano Sala. Les Canaries qui rejoignent donc les 16e de finale sans se faire peur ici contre les Senlisiens, équipe de National 3, qui vont donc retourner à leur quotidien de la 5e division nationale. Merci Aurélien, bonne fin de soirée. 19h23, on s'intéresse désormais aux Jeux Olympiques d'hiver. RMC,
Pyeongchang 2018. Alors, on se rapproche évidemment des Jeux d'hiver. Il y en a 2 qui sont monstrueux, tout simplement monstrueux. Eh bien, ces deux-là, ce sont l'américaine Michaela Schifrin et l'autrichien Marcel Hirscher, auteurs tous les deux du doublé géant slalom ce week-end à Kranjska-Gore et à Adelboden, et qui portent leur total de victoires en Coupe du Monde, je crois, à 40 pour la jeune américaine et à 52 pour le roi autrichien du ski. 2 champions qui seront très difficiles à battre à Pyeongchang le mois prochain. Côté français, c'est pas si mal, notamment pour Tessa Worley, 2e hier en géant, pour Alexis Pinturo, 3e hier et 5e en slalom tout à l'heure. Il est pas sur le podium, mais il se rapproche petit à petit des meilleurs. En revanche, c'est plus compliqué pour Jean-Baptiste Grange. À 33 ans, l'ancien double champion du monde de slalom a du mal à accrocher les top 10 cette saison. Mais attention, il faut pas l'enterrer trop vite, Morgane Maury. La fièvre du slalom habite toujours Jean-Baptiste Grange et la magie du double champion du monde réapparaît par éclaircie cette saison. À 33 ans, le Français cherche l'alchimie en pensant aux Jeux Olympiques où il n'a jamais brillé. Blessé à Vancouver en 2010, à Sochi en 2014, il est 5e de la première manche du slalom et sort en 2e. Grange redoute